Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu particulier, à la découverte de l'une des usines de production les plus incroyables qui soient, le testicule. Quand on y pense, l'univers, c'est une histoire de création, n'est-ce pas? Du plus grand au plus petit. On a des galaxies qui naissent, des étoiles qui s'allument, des systèmes d'une complexité folle. Et ce qui est fascinant, c'est que cette même force créatrice, on la retrouve à une échelle totalement invisible, à l'intérieur même du corps humain. Alors la question qui se pose, c'est comment le corps s'y prend-il? Comment fabrique-t-il ces cellules si spéciales, celles qui sont à l'origine d'une nouvelle vie? Pour bien comprendre, on va utiliser une image tout au long de notre parcours, la métaphore de l'usine. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pour commencer, il faut voir le testicule non pas juste comme un organe, mais vraiment comme une usine. Une usine un peu spéciale, avec deux chaînes de production bien distinctées, mais toutes les deux absolument vitales. Cette usine a donc deux grosses missions. D'un côté, ce qu'on appelle la fonction exocrine, c'est-à-dire la fabrication du produit lui-même, les spermatozoïdes, et de l'autre, la fonction endocrine. Là, il s'agit de produire, disons, le mode d'emploi et l'énergie pour tout le système reproducteur. Et ça, ce sont les hormones, comme la fameuse testostérone. Bon, maintenant qu'on a le concept, allons visiter les lieux. On va jeter un œil au plan de l'usine pour voir comment tout ça est agencé à l'intérieur. Alors voilà une vue d'ensemble pour commencer. Ça nous permet de bien situer le testicule dans son environnement, au sein de tout l'appareil génital. On voit bien sa place, comment il est connecté au reste, avant qu'on aille voir de plus près ce qui se passe dedans. Et là, on zoome. Cette coupe, c'est un peu le plan détaillé de notre usine microscopique. Ce qui saute aux yeux, ce sont ces compartiments, les lobules. Il y en a entre 2 et 300. On peut les imaginer comme les différents départements de l'usine. Et à l'intérieur de chaque département, on trouve ces longs filaments enroulés, les tubes séminifères, et bien voilà nos chaînes de montage. Et pour bien se rendre compte de la densité de production, il y a environ 1000 de ces tubes, de ces chaînes de montage, par testicule. 1000! C'est juste une concentration de production absolument phénoménale quand on y pense. Ok, on a nos chaînes de montage, mais concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? On va suivre le parcours d'un seul spermatozoïde, depuis sa naissance jusqu'à sa forme finale. Un voyage assez incroyable. Et ce voyage, il a une durée bien précise, 74 jours. Et oui, ce n'est pas instantané. C'est le temps qu'il faut pour fabriquer un spermatozoïde. C'est un processus long, méticuleux, qu'on appelle scientifiquement la spermatogénèse. Avant de plonger dans les détails techniques, on peut découper ce long processus en 3 grandes étapes. D'abord, à la base de la chaîne, on a la multiplication. Les cellules souches se divisent encore et encore. Ensuite, deuxième étape, la croissance et la méiose. Les cellules grossissent et surtout, elles subissent cette division très spéciale qui va réduire leur matériel génétique de moitié. C'est une étape clé. Et enfin, la phase de maturation, ou plutôt de transformation, où les petites cellules rondes vont se métamorphoser pour devenir des spermatozoïdes bien profilés avec leur queue. Et voilà le processus complet. Ce qui est génial avec ce schéma, c'est qu'on voit vraiment tout le parcours. On part d'une seule cellule souche tout en haut, la spermatogonie, et à la fin du cycle de 74 jours, après toutes ces divisions et transformations, on obtient 16 spermatozoïdes prêts à l'emploi. D'une seule cellule de départ, on en a fait 16. Bien sûr, une usine, ça ne tourne pas toute seule, il faut des ouvriers. Et ici, on a 2 types de cellules qui sont absolument essentielles, qui gèrent et qui alimentent toute cette opération. Alors, qui sont-ils? D'un côté, on a les cellules de Sertoli. On peut les voir comme les chefs d'atelier, ceux qui sont sur la chaîne de montage. Et de l'autre, les cellules de Leydig. Eux, ils sont plutôt dans les bureaux, entre les tubes, et leur job, c'est de produire les hormones. Ce petit schéma montre très bien comment ils sont placés. Regardez, les cellules de Sertoli, elles sont à l'intérieur du tube. Elles enveloppent, elles soutiennent les spermatozoïdes qui se développent. Et les cellules de Leydig, elles, sont à l'extérieur, dans le tissu qui se trouve entre les tubes. Et le rôle des cellules de Sertoli est fondamental. Ce sont vraiment les nounous, les gardes du corps et les coachs des futurs spermatozoïdes. Elles leur donnent un support physique, elles créent une barrière pour les protéger du système immunitaire, elles leur apportent les nutriments, bref, elles créent un environnement parfait pour leur maturation. Maintenant, il faut comprendre que cette usine, elle ne décide pas toute seule de son rythme de production. Pas du tout. Elle est pilotée à distance. Et le siège social, le grand patron, c'est le cerveau. Le système de commande est d'une élégance folle. Ça se passe comme ça. Tout en haut, dans le cerveau, l'hypothalamus donne un ordre à l'hypophyse. En réponse, l'hypophyse envoie 2 hormones messagers, la LH et la FSH. La LH va dire aux cellules de Leydig « Allez, au travail, produisez de la testostérone ». Pendant ce temps, la FSH va dire aux cellules de Sertoli « Occupez-vous bien des gamètes ». Mais ce n'est pas tout. Pour éviter la surproduction, la testostérone et une autre hormone, l'inhibine, remontent l'information au cerveau pour dire « C'est bon, on a les niveaux qu'il faut, on peut calmer le jeu ». C'est une boucle de régulation parfaite.
On voit donc que c'est un système hyper complexe, finement régulé, et évidemment, il est crucial qu'il fonctionne bien. Alors que se passe-t-il quand cette belle mécanique s'enraye? Quelques exemples cliniques montrent bien l'importance de tout ça. La cryptorchidie, par exemple, c'est quand un testicule n'est pas descendu dans la bourse. Du coup, il reste à la température du corps qui est trop élevée, et ça bloque la production. Autre exemple, l'orchite, une inflammation souvent due aux oreillons qui peut tout perturber. Ou encore la varicocèle, un problème de veine dilatée qui peut aussi nuire à la production. Tout est lié. Ce qui nous amène à la conclusion. N'est-ce pas absolument extraordinaire de se dire qu'un système d'une telle complexité, à une échelle microscopique, est ce qui assure la survie et la continuation de notre espèce? C'est une pensée qui donne le vertige sur les mécanismes incroyablement élégants qui régissent la vie elle-même.